Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue au studio GK. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une dame encore, voilà, donc Karine Gola. Elle est une activiste politique proche de l'AFC M23, donc Corneille Nangaa. On va essayer d'analyser la situation actuelle de la RDC, et donc, on a préparé quelques questions pour elle. Alors, bonsoir, Karine Gola. Bonsoir, Monsieur Olivier Boléa. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette émission. D'emblée, ma première question est de savoir comment, donc vous êtes de l'AFC M23. Moi, je vais un peu me présenter. Je suis Karine Gola, activiste politique du mouvement, je veux dire, qui est proche de l'AFCM 23, cadre de la diaspora plurielle. Donc, on a été à Goma l'année dernière. Je pense qu'il n'y a rien à cacher parce que c'est son opposition politique qu'on a voulu soutenir ce mouvement parce qu'on a beaucoup compté sur ce mouvement pour arriver à Kinshasa parce que nous ne voulons pas voir Félix à la tête de ce pays. Donc, voilà un peu. Ma casquette aujourd'hui, je suis quelqu'un qui défend les minorités. On va dire, je défends les gens les Tutsis, les Nyamulenge qui sont là-bas, qui sont une minorité. Donc ça, je le cache pas. Et j'ai jamais caché mes prises de position par rapport à être proche à la FC M23. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes proche de Corneille Nangaa. Je me rappelle encore une fois de votre séjour à Goma. Est-ce que ça vous a valu des attaques, des menaces, des choses comme ça? Oui, oui, bien sûr, hein, des amis qui se sont éloignés, des proches qui se sont éloignés, hein. Après, c'est vrai, un combat, des convictions politiques, quand on le mène, des combats, on a des convictions et on sait très bien qu'à la fin, de toute façon, les gens nous donneront un peu raison par rapport à la situation politique de la RDC quand on va le lycée, hein, ce soir. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand on est parti à Goma, les gens ils étaient un peu frileux. Je suis parmi les premières femmes, les premières personnes à prendre position au mois de janvier de l'année dernière, 2024-2025, je pense 2025, où les gens ils étaient encore frileux de prendre position pour l'AFC. Moi, j'ai pris mon courage à bras le corps, j'ai bravé cette peur et en soutenant ce mouvement. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de proches qui ont pris des distances. Ce n'est pas grave, je suis une femme de conviction. On sait ce qu'on veut pour le Congo. On sait où on veut emmener ce pays. Et moi, je pense que de toute façon, on va le lisser tout au long de l'entretien. Avant que je vous pose une question sur l'idéologie que vous soutenez, vous avez dit d'une certaine manière, vous voulez l'éviction du président actuel, Félix Tshisekedi. Mais vous avez rencontré Corneille Nangaa. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Quel type de personne est-il? Ça se voyait, hein, c'est quelqu'un de très compétent, c'est quelqu'un qui sait tendre la main, il a l'oreille pour écouter, c'est quelqu'un de principe et des valeurs. Hein. Ça se voyait qu'au cours de notre entretien, c'est quelqu'un qui a un mindset. Je pense que d'ailleurs, moi, sur le point clé de cet entretien à la fin, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit des Congolais aujourd'hui qu'on a besoin de travailler, des gens qui ont des principes de base. Une société, hein, comme je le dis, hein, quand on l'a rencontré, vous voyez que la personne, il a un état d'esprit, il a des principes. Ça se voit même dans la ville de Goma quand on est arrivé. Ça se voit qu'ils essaient de faire les belles choses et les bonnes choses et de changer un peu l'état d'esprit de Congolais. Hein. Voilà un peu l'homme qu'il est. Donc, vous avez vu ça. Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose en passant, une phrase? euh, Moi, j'ai gardé toujours ce souvenir. La première fois de le voir, de le rencontrer, je l'avais rencontré d'abord le jour du 30 juin parce que j'étais en train de faire un petit reportage et je vois le vice-gouverneur de Goma qui disait président, Bazo, coordonnateur, journaliste au Bazan Nassima. Donc, Balingi Kozaba image. Et il va regarder, il va pivoter, il dira
Moi, je dirais, Papa Corneille Naé, le 30 juin, pour soutenir le mouvement Oyo Toye pour l'indépendance. Je viens de la France, je viens de très loin. Alors, vous venez de la France. C'était vraiment le premier échange et c'était spontané, c'était Mhm. d'une spontanéité. Ça venait du cœur et on a rigolé. Et ça se voyait que c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Ça se voyait qu'il parlait à tout le monde à la fin de cette manifestation. Il saluait tout le monde. Il avait l'œil sur toute cette population parce que de toute façon, il a bien compris que s'il a la tête de ce mouvement, c'est parce qu'il y a des gens et c'est parce qu'il y a le capital humain. Le capital humain, c'est ce qui est important dans une société, dans une entreprise, dans un pays, dans tout. Au fait, c'est l'homme au centre de tout. Et ça se voyait qu'il était à l'aise avec sa population. Alors voilà. Et en entre-temps, vous êtes sans ignorer qu'il a sa tête euh, qu'on cherche à Kinshasa par Félix Tshisekedi. À n'importe quel moment où vous étiez là-bas, il y a des drones qui étaient lancés pour tuer des Congolais, surtout lui. Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que vous avez eu cette pensée en tête lorsque vous étiez à Goma ou en face de lui? Après, c'est vrai qu'on y pense quand on prend l'avion à Roissy, on y pense, on est sécurisé, on est dans un pays de droit, c'est la France. Et quand on arrive là-bas, on y pense encore dans l'avion, on y pense encore, on dit, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté parce qu'on parle de l'Est où tous les jours les gens meurent, tous les jours on coupe les têtes des gens, tous les jours on tue des gens. Donc quand vous entrez dans l'avion, vous avez un petit trac. D'ailleurs, j'ai une amie à moi que je travaille énormément avec elle. Elle est aux États-Unis. Elle s'appelle Karine. Je tais son nom de famille parce qu'il y a des gens qui aiment l'anonymat. Quand j'étais en train d'embarquer, elle était en stress, en panique. C'est déjà, on a pris la décision de partir, de voir qu'est-ce qui se passe sur place. On va y aller. Donc, quand on arrive à Kigali, on fait la route. Déjà, la pression elle baisse parce qu'on se dit, la pression baisse parce qu'on voit qu'à Kigali, il y a autre chose qui se passe. Il y a la sécurité, il y a les routes qui sont très bien asphaltées et il y a des belles constructions. Ça apaise déjà la tension que vous avez déjà au départ de dire vous allez dans une zone de guerre, en fait, si vous voulez. On fait la route, je pense, à mes souvenirs, on a eu pratiquement 2 heures de route, des routes très bien asphaltées, pas de nid de poule. Donc on arrive à Goma, on arrive à la frontière, hein, on passe la frontière, pas de tracasserie, on donne nos paperasses, nickel, on passe et on arrive à Goma. C'est une très belle ville, à ce qu'on raconte aujourd'hui. Donc, quand un Congolais, on lui parle de Goma, il a juste l'image de où il y a le sang qui coule tous les jours, qu'on tue les gens, une ville très propre, les gens très très polis, très accueillants. On a eu le temps de manger ce soir-là, donc on était déjà en confiance. Ça, c'était la première journée parce qu'on est arrivé le soir du 29 juin. C'était la première journée, donc on était déjà en confiance. Moi, je voyais même plus la partie guerrière qu'on disait que à Goma, ce sont les drones. À Goma, on tue les gens. À Goma, il y a insécurité. Au contraire, moi, je me disais, de toute façon, c'est d'ailleurs Kinshasa qui a cette facette. Quand on regarde aujourd'hui entre Goma et Kinshasa, c'est qui porte cette facette du banditisme? Je pense que c'est Kinshasa qui porte cette facette à merveille. Voilà un Alors, peu. alors d'ailleurs, quand vous êtes arrivé à Goma, est-ce que ça a renforcé l'idée de soutenir le mouvement, je vais dire en termes de ce que vous avez pu constater en termes de gestion de la ville de Goma? Est-ce que ça vous a dit, hmm, Corneille Nanga est en train de faire un bon travail ici? De toute façon, je regrette parce que quand j'arrivais un peu sur les réseaux sociaux, quand je soutenais, j'étais toujours politique, j'écrivais beaucoup, je publiais beaucoup, mais je faisais pas les lives. Ce sont mes premiers lives, je regrette de n'avoir pas enregistré ce live. Moi, dans mes premiers lives, je disais toujours, je serais Corneille, Nanga, je resterai à Goma, même pendant 2, 3 ans, je mettrai de l'ordre, je construirai les routes, je vais asphalter, je vais réhabiliter les écoles, je veux faire le cheminement de l'eau potable. Et voilà, 3 ans après ou 2 ans après, on fera un bilan. Et je pense que les Congolais de l'Ouest, à voir l'Est comme ça se passe, ils diront que je vienne.
Et aujourd'hui, quand je vois qu'il lance des travaux par rapport à comment il est en train d'organiser cette ville, comment il est en train de gérer cette ville, quand je vois qu'il lance des travaux pour de grands travaux d'infrastructures, des routes à Rutshuru, Reli, Goma et les autres, on va dire, et les autres grandes villes ou petites villes. Moi je dis que c'est ça au fait. C'est pas la rébellion de hier où on est là, on n'a que les armes et les armes et les armes. On est là, on fait les choses, on récolte les fonds publics, les gens payent des taxes et ces taxes doivent servir à construire l'État, à construire des routes, à aménager des écoles, à faire l'acheminement de l'eau potable. On donne un exemple de la société de demain qu'on veut. Et sur place, on essaye, même pas on essaye, mais on impose le mindset, une mentalité, une nouvelle mentalité à la population en leur disant que on ne vole pas l'État, on ne vole pas les caisses de l'État parce que cet argent qui est collecté, les taxes qui sont collectées, c'est fait pour la réhabilitation des routes, avoir des écoles, avoir des logements sociaux, on peut le faire. Et je pense que le modèle qu'il est en train de regarder, qu'il est en train de nous faire voir, c'est-à-dire que je n'ai pas encore tout le pouvoir, j'ai juste une partie du Congo, je collecte des taxes et voilà ce que j'en fais. OK. Parfait. Nous rappelons aux personnes qui nous suivent que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Karine Gola. Elle est activiste politique proche de l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Alors, faisons maintenant un tour rapide via Paris et Kinshasa directement. La semaine dernière, on a vu tous les audios, les vidéos qui ont circulé d'une TikTokeuse qu'on appelle Jaël Cho, qui est proche de l'artiste Fally Ipupa, qui a fait des déclarations fracassantes sur l'état de lieu de la gestion de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Est-ce que vous avez eu la chance d'écouter ces déclarations et qu'est-ce que vous en pensez? Après, je vais être honnête envers moi-même, je n'ai pas eu le temps un peu d'écouter ces déclarations, mais j'ai eu des petits bouts. De toute façon, il n'y a rien à cacher. La gestion de Félix est chaotique. Tout Congolais le sait, donc c'est même pas à marteler. On va même pas dire que parce que c'est une TikTokeuse qui a dit. Moi, le seul point que j'ai eu peut-être à retenir, parce que j'ai vraiment pas suivi cette affaire, mais j'ai vu un peu des séquences au niveau des pages qui ont un peu posté, la désacralisation de la fonction de l'institution président de la République. Quand on voit une première dame qui est lynchée comme ça tous les jours, quand on entend une première dame qui soudoue qui donne de l'argent, qui monnaie pour qu'on parle d'elle ou qu'on parle des gens qui sont peut-être en opposition avec eux, de mal. Voilà un peu l'état aujourd'hui, l'état de lieu du Congo. Donc, l'institution président de la République est désacralisée totalement. Moi, je ne vois même pas la différence entre, excusez-moi de le dire, hein, je ne vois même pas la différence entre Denise Nyakero, qui est notre première dame, je respecte, et ces TikTokeuses-là. Et moi, aujourd'hui, je donne même raison à Péro Loire, qui dit à chaque fois que c'est une TikTokeuse. Parce que quand on regarde tous les scandales qui sont dans la toile, au niveau de la toile, c'est une TikTokeuse comme les autres, en fait. Je ne, je ne, je ne rabaisse pas ce métier, je pense, leur métier, parce qu'ils gagnent peut-être leur vie en étant TikTokeuse, en mettant un peu leur contenu. Je ne rabaisse pas tout cela parce que je n'aime pas être insultant. Ça, c'est ma manière de faire et mon éducation de base. Mais quand même, si c'est à comparer aujourd'hui, une première dame, elle a aucune relation avec ces TikTokeuses. Encore plus, je ne rabaisse personne, mais moi, en tant que femme, en tant que telle, en tant que femme instruite, qui a été à l'école, je ne vois mal fréquenter la personne de Jaël Chaud ou de Maniquet. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, mais par rapport à cette première dame, Denise Nyakero, que nous saluons en passant, malgré nos efforts euh, d'être, de ne pas être méchants, mais quand vous avez entendu qu'elle prend l'argent, je ne sais pas d'où
argent qu'elle possède vient d'eux, mais elle prend cet argent, elle distribue à des gens pour insulter ses adversaires politiques, les diminuer, les dévaluer, tout ça, invalider. Qu'est-ce que ça vous dit en termes de l'état, de mindset, pour emprunter le terme que vous avez utilisé au début, que le mindset de cette gouvernance, de ces régimes, c'est quoi en fait que vous percevez? Je pense que ce régime, je pense que les gens qui nous dirigent aujourd'hui reflètent parfaitement, parfaitement leur personnalité. On va dire ça. Ce sont des gens, en fait, leur façon de diriger, on n'a même pas à se poser des questions. Ce sont des gens qui ne se sont pas préparés avant d'avoir le pouvoir. Ce sont des gens qui n'ont pas eu un plan de société, on va dire, pour les Congolais. Ils sont venus, ils ont atterri au pouvoir et sans avoir un projet de société. Un projet de société, ça veut dire qu'on arrive au Congo, on fait un état des lieux, qu'est-ce que Joseph Kabila avait laissé et qu'est-ce que nous voulons faire des Congolais. Ils n'ont pas eu de projet de société, ils ont atterri comme ça et ils croyaient que gouverner un pays, c'est une mince affaire, c'est-à-dire je me lève demain, on me donne le pouvoir et je suis président de la République. On va prendre un point. Nous, on a nos métiers de tous les jours, mais la politique, ça s'apprend. Moi, à la base, je ne suis pas politologue, je suis comptable, je suis financier de formation. Mais tous les jours, on apprend à gouverner. C'est vrai, en comptabilité, en finance, on a des cours de droit, au fait, la gestion de la société, de la res publica, certes, mais la différence, elle se pose entre quelqu'un qui a une formation de politologue, qui a sciences politiques, et celui qui est financier. Moi, je veux gérer, mais moi, je veux apprendre aussi des choses. Comme je vise aujourd'hui à faire de la politique pour mon pays demain, j'apprends énormément. Je suis énormément les émissions. Je veux y arriver. On se donne les moyens. Et je pense que Félix ne s'est pas donné de moyens. Les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils n'ont pas mis les moyens en place pour eux-mêmes, pour y arriver. Parce que si vous savez que vous êtes en exil, parce que ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ils étaient ici avec nous. Si vous aspirez un jour à travailler pour son pays, mais il faut se préparer. Il faut aller à l'école, il faut lire, il faut s'instruire, il faut faire des choses pour que demain, quand on est à la tête d'une institution ou à la tête d'une entreprise, qu'on ait le moyen, qu'on ait les capacités de gérer la chose publique. Parce qu'ils sont venus en politique pour s'enrichir. Or, quand on vient en politique, on ne vient pas pour s'enrichir. On vient pour servir l'État. Et moi, je pense que ces gens-là, ils sont aujourd'hui, comment ils nous gouvernent, c'est le reflet de leur personnalité eux-mêmes. Je ne veux pas encore une fois de plus être insultant parce que c'est mon éducation. Je n'ai pas été élevée comme ça, mais c'est le reflet de leur personnalité. C'est le reflet de leur personnalité. Vous avez évoqué notamment le fait qu'ils viennent de la diaspora. Mais moi, je veux vous poser une question hors orbite un peu, de savoir, mais le peuple congolais, on a vu ces gens, tout le monde savait que leur niveau d'études, tout le monde savait qu'ils n'allaient pas à l'école, tout le monde savait qu'ils n'avaient pas de formation. Mais comment se fait-il que tout le monde était laxiste par rapport à ces déficits ou déficiences que, prenons l'exemple de président actuel au niveau académique, mais tout le monde a soutenu sans tenir compte de tout ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis partie, si ma mémoire est bonne, je suis partie travailler au Congo de 2012 à 2014. Déjà, il faut savoir que le Congolais en soi est très, très complexé de la personne qui vit en Occident, de la personne qui est sortie du pays. C'est-à-dire que les Congolais, moi je suis partie travailler au Congo, j'avais beaucoup de collègues, il y a beaucoup de gens très compétents au Congo, alors je dis très, très compétents, mais sauf que ces gens-là, quand vous venez de l'étranger, vous travaillez avec eux, directement, ils se croient inférieurs à vous, alors que c'est faux. Alors qu'il y a des intelligences au Congo. Il y a des gens doués, il y a des gens capables qui sont même dans l'ombre, qu'on ne connaît même pas. Pourquoi on ne connaît pas? Parce que ce ne sont pas des familles renommées. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Congolais? Les Congolais, ils ont vu Félix en tant que fils du Sphinx et du coup, ils ont mis
complètement leur espoir sur lui. Entre-temps, ils savaient aussi très bien qu'il n'a pas fait des grandes écoles, il n'a pas fait des grandes études, mais sauf que Félix venait de l'Occident. Et Félix pouvait te parler, même le français, il n'était pas soutenu, mais il pouvait même te parler un français familier. Pour un Congolais, il vient de l'Europe, il vient de l'Occident, donc il sera capable. C'est le piège. Voilà, c'est les pièges. C'est le piège. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez à dire, Madame Gola, par rapport à ces peuples, justement? C'est un moment, si vous voulez, de pédagogie, maintenant, pour leur dire que, voilà, faites attention. Moi, je pense que les Congolais ont vécu, ça c'est la 7e année, ils ont vécu beaucoup de choses avec tous ces gens qui leur dirigent, qui sont en train de leur diriger aujourd'hui, qui viennent de l'Occident. Moi, je pense qu'au niveau où vont les choses, les Congolais doivent faire des choix et des bons choix. Ils doivent savoir qu'à chaque fois qu'ils vont aller aux urnes, c'est leur avenir qui compte au fait. C'est-à-dire que quand on vote quelqu'un, quand on admet que cette personne-là va me diriger durant 5 ans, c'est-à-dire que c'est mes 5 années que j'ai attribuées à cette personne. C'est ma vie, mes 5 années de vie que je donne, que cette personne doit me gérer sur ces 5 ans. Les Congolais doivent être très sélectifs et doivent être intransigeants cette fois-ci quand Félix partira. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, on donne son background, on dit qu'est-ce qu'on a fait, son CV. Peut-être les gens vont dire c'est utopique, mais ça peut se faire. Parce que de toute façon, si ils ne croient pas à ça, ça va être rébellote. Ça veut dire que je n'ai pas de discrimination à faire sur un métier ou autre. On va vous prendre un infirmier ou un préparateur de commande et on va vous mettre comme ministre. Et soyez-en sûrs, un infirmier, il est fait pour administrer des piqûres au niveau de l'hôpital, pour faire des prises de sang, pour regarder si le patient, le grammage de médicaments est correct. Et ça n'a rien à voir avec le ministère de la Défense où il faut acheter des armes, où il faut se projeter sur un budget militaire, où il faut investir sur la formation des militaires. Donc, même si on dit que le travail, on peut apprendre le travail dans le tas tous les jours quand on arrive, mais quand même, il y a des limites. Il n'y a pas de corrélation entre un infirmier et un ministre de la Défense. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Donc, moi, je dis la faute est aux Congolais, parce que les Congolais, ils sont très complexés. Ils sont complexés de l'Occident. Au Congo, quand tu parles un bon français, ça veut dire que tu as tout de suite de la place. Voilà. Alors, parler bon français, malgré que c'est français qu'on observe avec le président Félix, vous avez utilisé le terme soutenu, ce n'est pas un français académique pour être un peu plus élaboré. Mais encore une fois, il y a aussi parlons maintenant de sa gestion réelle. On constate que c'est une gestion tribale ou tribalisée, où les nominations se font sur de bases qui sont d'ailleurs pas académiques ni expérimentales, basées sur l'expérience, mais sur de termes tribaux et amicaux. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Quelles sont les conséquences justement de cette posture? Résultat des courses, c'est ça. Quand Kinshasa, quand vous mettez quelqu'un qui est à la régie des eaux ou à la SNEL, quelqu'un qui n'est pas ingénieur, qui n'a pas fait des études pour ça, résultat de course, la semaine dernière, moi j'avais vu un poste, tout Kinshasa était dans le noir. C'est ça, le résultat de course. Quand vous mettez quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, Vous voyez un peu, moi je vais prendre un exemple. Vous voyez Tchongo, qui était plus d'une trentaine d'années PDG de la régie des eaux. Il a commencé plombier. C'est comme ça que ça se passe en Europe. En Europe, ça se passe d'ailleurs en Angleterre, c'est vraiment leur façon de travailler et je pense que dans les pays anglo-saxons, ça se passe comme ça. Dans les pays anglo-saxons, on peut arriver dans une entreprise où on commence au bas de l'échelle et puis on avance parce que qu'est-ce qui se passe? On connaît l'entreprise, on connaît la vie de l'entreprise, on connaît ce qui se passe. Quand on est au sommet de l'entreprise, de la pyramide, on sait le bas de la pyramide, on sait ce qui se passe parce qu'on a fait
étape par étape, échelon par échelon. Je prends le cas de Tchongo. Pourquoi? Parce qu'il a commencé plombier et il a été à la tête de la régie des eaux. Et moi, quand je grandissais à Kinshasa, à chaque fois qu'il y avait coupure d'eau, il y avait le communiqué qui passait pour dire que il y a coupure d'eau aujourd'hui dans telle commune de telle heure à telle heure. Faites vos réserves d'eau parce que quand on dit du matin jusqu'à 16h, à 16h30, on aura de l'eau. Il n'y a pas de débat. À l'époque de M. Bakali, c'était pareil. Il y a coupure d'électricité de telle heure à telle heure. Et quand cette heure arrive, on aura de l'électricité. Il n'y a pas de débat. Tout le monde se préparait parce qu'il y avait de la maintenance. J'ai posté il y a un mois sur ma page de l'eau, quelqu'un qui voulait puiser de l'eau potable, on va le dire, hein, qui sort au robinet, hein, mais qui était d'une couleur un peu rougeâtre comme ça. Ça, c'est quoi? Je suis tribal, je mets un pote au niveau de la régie des eaux, quelqu'un qui ne connaît pas de travail, quelqu'un, on va lui parler produits pour désinfecter de l'eau, tout ça, il ne va rien comprendre, il va comprendre chinois, parce que ce n'est pas son métier, parce que ce n'est pas un chimiste à la base, parce qu'il ne comprend rien, parce que c'est l'ami du président. Donc, on le met là. Et résultat de course, ce sont les Congolais qui en pâtissent tous les jours. Alors, sur le plan aussi on est toujours dans ce sujet, on a remarqué aussi qu'il y a des gens qui ont fait la prison au Canada, en Belgique, en France, se retrouvent sénateurs au Congo, euh, députés, ministres, conseillers spéciaux du président de la République. De toute façon, si je veux répondre, ça veut dire que le casier judiciaire au Congo n'a aucune importance. On se demande le rôle de l'ANER parce que je sais que sous d'autres cieux, comme on dit, les services de renseignement, c'est aussi leur travail de dire au président, Monsieur Bolia était un criminel au Canada, il ne peut pas occuper ses postes, mais avec le président Félix, on remarque une certaine fluidité en termes de nomination de gens qui ont un passé criminel avéré, connu, même par de potes, de messieurs qui deviennent qui occupent tous ces endroits. Moi, je dirais au fait, de toute façon, normalement, si le Congo faisait les choses dans les normes, hein, comme ça devrait l'être, hein. Déjà, quelqu'un qui a passé plus d'une dizaine d'années à l'extérieur du pays, qui a une résidence ou une nationalité quelconque, quand il arrive pour une nomination, il doit vous ramener son casier judiciaire. Parce que ici, ça se passe. Hein. Moi, je suis financier. Le jour où je change de boîte, il n'y a pas de débat. Mon employeur, la première des choses qu'il demande, c'est mon casier judiciaire. Parce que je gère de l'argent. Et c'est normal. Et dans toutes les entreprises ici en France, quand vous passez pour un CDI ou vous changez d'entreprise, même en intérim, on interroge Nantes pour dire on veut le casier judiciaire ou on vous demande de faire une demande auprès de Nantes pour avoir votre casier judiciaire. Savoir déjà, est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'honnête ou pas? Moi, je pense que c'est même l'État congolais qui a failli parce que si j'ai un ministre qui a fait de la prison en Belgique, tout de suite, je poserai la question d'abord, avant de l'embaucher, avant de le nommer, je poserai la question à la Belgique, là où il est résident, ou au Canada, là où il est résident, pour dire, moi, je veux élire, ou l'ANER du Congo peut demander, hein, ou peut demander à la personne que on a des propositions à faire pour dire que vous ramenez vos casiers judiciaires de là où vous venez parce que vous avez passé beaucoup d'années. Surtout qu'en termes de relations bilatérales, l'ANER peut directement aussi demander, par exemple, au FBI ou, je ne sais pas, au service de renseignement du Canada de lui octroyer les informations concernant un citoyen. Voilà, ici en France, c'est Nantes qui le communique. Vous avez passé autant d'années en France, ça veut dire que si vous avez des délits, vous avez des forfaits, ça veut dire que vous l'avez commis sur votre lieu de résidence. Donc, on va poser la question en France, c'est Nantes qui le donne, hein, qui le fournit. On va poser la question à Nantes, à l'administration.
pour dire est-ce qu'on peut avoir le casier judiciaire de monsieur tel, surtout si c'est un État qui le demande. Parce que moi, je sais qu'en France, d'ailleurs, quand on passe devant un notaire, vous faites aucune démarche parce que c'est le notaire qui va auprès de Nantes pour dire donnez-moi le casier judiciaire, donnez-moi l'acte de naissance, donnez-moi tout ce qu'il faut. Donc, du coup, si c'est un État qui le demande, ça veut dire que l'État est dans la possibilité d'envoyer un mail à l'administration française ou belge ou canadienne pour dire je prépare mon gouvernement et ce sont des ressortissants congolais mais qui ont vécu autant d'années, plusieurs années chez vous. Je veux savoir leur moralité. Voilà, tout à fait. Alors, on rappelle aux personnes qui nous suivent, je suis toujours avec Karine Gola, donc on passe un bel entretien avec elle où on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, parlons un peu aussi, Karine Gola, si vous permettez, de la famille présidentielle, parce qu'il y a quand même de plaintes, notamment en Belgique, qui ont été introduites pour accuser, ce sont des allégations, la famille du président Félix d'être impliquée dans le pillage systématique de richesses du Qatar. Et voilà. Et quand on parle de la famille de Félix Tshisekedi, c'est pas deux ou trois personnes, c'est presque tout le monde qui est impliqué. Et la plupart, 90% sont des citoyens belges. Et ça fait mal aux Congolais qui se disent maintenant nous avons des colons noirs. Oui, c'est ça. Moi, je dirais, si je veux répondre, de toute façon, cette famille, ils ont la présomption d'innocence. Hein, c'est normal, hein, ils doivent se défendre. Quand il y a une plainte contre vous, vous êtes d'abord innocent, hein, parce qu'il y a des enquêtes qui doivent être et jusqu'à ce que le procès ait lieu. Parce que de toute façon, qu'il ne se trompe pas, cette famille, il y aura. Mais quand même, il y a de preuves indirectes. On a vu, par exemple, des audios circuler de deux prostituées qui s'est disputé Christian Tshisekedi, qui est le frère cadet du président. Vous voyez, donc il y a quand même des éléments encore indirects. Je crois aussi à la présomption d'innocence, mais ici, nous ne sommes pas au tribunal, nous sommes en train d'analyser une situation qui prévaut dans notre pays. Moi, je dis aujourd'hui à cette famille, après, nous sommes en train d'analyser. Aujourd'hui, on va dire, il y a des plaintes qui ont été déposées pour pillage des ressources minières du Congo. Et ils vont répondre tôt ou tard, ça c'est sûr, parce que le régime ne va pas être éternel. Donc, Félix partira, il a un fin mandat. Moi je crois à la démocratie hein, aujourd'hui, hein, même si ce n'est pas ce que nous vivons, mais je crois à la démocratie, que Félix, dans 2 ans et demi, il doit partir. Mais Karim Gola, il partira, il veut changer la constitution, il veut rester éternellement. Justement, beaucoup de gens disent qu'ils veulent garder le pouvoir le plus longtemps possible. Je n'aime pas cette phrase, mais que beaucoup de politiciens utilisent, garder le pouvoir le plus longtemps possible, même quand il y a médiocrité, même si Kinshasa est la ville la plus sale au monde, même si on ne paye pas les fonctionnaires de l'État, mais il veut rester, au moins on a de vérité claire de volonté de rester au pouvoir. Moi, je sais qu'on a une constitution qui est une Bible de la République pour gouverner. Et moi, je sais que je crois encore en Félix qui a prêté serment qu'il allait respecter cette constitution. Donc, je pense que. Mais il ne respecte pas sa parole, il est connu. Il est connu, tout le monde. Quand vous dites que Félix Tshisekedi a dit quelque chose, la première chose que tout Congolais va sauter dessus pour vous dire, il ne respecte pas sa parole, il n'a pas de parole d'honneur, il n'a rien du tout, vous n'avez rien. La parole de Félix, c'est vraiment des paroles qui s'envolent. Il faut toujours laisser bénéfice du doute. Donc, moi aujourd'hui, je dis, Félix, il lui reste encore 2 ans et demi. Donc, il a son 7e mandat, 7e année et demie. Donc, il lui reste 2 ans et demi. Moi, je crois qu'il partira et qu'à la fin de son mandat. Mais par quel processus? Vous êtes de l'AFC. D'ailleurs, vous êtes entré en rébellion contre ce monsieur. Parce que vous avez dit, j'écoutais Corneille Nangaa qui dit que ben, les gars, il veut rester au pouvoir, alors il va nous trouver, s'il est garçon, voilà, on a tout entendu, il veut rester au pouvoir,
là, il y a un mois, il y a eu une marche à Kinshasa, il y a eu de morts, il y a eu de blessés. C'est très clair, le postulat de Félix Tshisekedi, c'est je suis et je reste. Des fois, il faut faire l'ignorant, il faut faire le bête. Donc, on l'accorde ce bénéfice du doute. Moi, je sais qu'il partira. Et à la fin de son mandat, je reviens sur le sujet des plaintes déposées en Belgique. Euh, la, la, la République démocratique du Congo poursuivra cette famille en justice, comme il y a des plaintes déjà. Et s'il y a lieu de rapatrier tous les fonds qu'ils ont eu à piller la République, ça se fera parce qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite. Mais Madame Karine, vous continuez à demander au peuple congolais d'attendre, d'attendre. Mais entre-temps, nous voyons les présidents de la République porter, il a une collection de montres allant de 600 000 dollars à 2 millions de dollars. Et sa femme s'habille avec les habits le plus chers du monde, alors que 80% de vos compatriotes, de mes compatriotes, vivent dans l'extrême pauvreté. Et je voulais que vous vous me parlez un peu de ça. Moi, je fais l'ignorant. Pourquoi? Moi, j'accorde toujours le bénéfice du doute. Et c'est vrai, on a regagné la rébellion. Hein. Moi, je soutiens Corneille Nangaa. Mais après, je suis une femme de texte. Donc, je reste un peu. Je regarde. Pour moi, Félix a 2 ans. Il va finir son mandat. Il partira. Et s'il y a plainte, l'État congolais, l'État, au fait, l'État, et c'est la continuité, elle ne s'arrête pas parce que Félix est parti, c'est la chose publique. Ça veut dire que s'il y a plainte contre cette famille, il y aura procès. S'il y aura procès, on va voir qu'est-ce qu'on leur reproche, cette famille. Si ce sont des fonds qui viennent des ressources minières du Congo, ces fonds-là seront saisis parce que moi et vous, vous savez très bien, en Occident, si on doit quelque chose à l'État, de gré et de force, on le paye parce que la saisie bancaire, elle est faite automatiquement. Le compte bancaire, toujours quand on a un compte bancaire en Occident, c'est votre compte. Mais l'État a la main anytime. Donc, s'il y a procès et que la République démocratique du Congo emporte le procès en face de cette famille, donc ça veut dire que les fonds alloués ou mis ou déposés sur ce compte-là vont être rapatriés au Congo, vont être saisis et rapatriés à la République. Moi, je reste dans cette optique par rapport au texte. Bon, j'aime bien que vous êtes optimiste à votre manière, Madame Gola, mais il faut quand même que nous soyons véridiques avec le peuple congolais. Ce sont des processus qui peuvent, on a vu avec l'argent présumé de Mobutu, c'est des procès qui ont pris 30 ans, 20 ans. Alors, vous demandez à cet enfant qui vit à Kikwit dans l'extrême pauvreté d'attendre 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Mais j'ai une question. Non, allez-y. Il n'attendra pas cet enfant de Kikut, il n'attendra pas 30 ans. Parce que cet enfant verra des nouvelles figures politiques. Ces gens qui vont arriver en politique demain, qui vont dire, je suis arrivé, je suis arrivé avec une paire de sandales, je suis arrivé avec 2 gobelets et voilà mon compte bancaire ce soir, le solde, il est d'autant. Ça veut dire que ça, c'est le Congo que moi, je pense, nous, on pense pour demain. Ça veut dire à chaque personne qui arrivera au pouvoir, nous rendra compte aux Congolais qu'est-ce que j'ai à l'entrée et on verra qu'est-ce qui sortira avec par rapport à ses salaires, par rapport à tout ce qui va toucher à son solde, si les militaires à son solde, si les fonctionnaires, par rapport à tout ce qu'il gagnera, on verra au fait. Cet enfant de Kikwit aura plus peur parce que si moi, Karine, demain, et que j'occupe une fonction au Congo et que je gagnerai 100 000 euros de net, hein, je prends hein, de salaire, hein, ou peu importe. Hein. Donc, en sortant, je dois prouver aux Congolais qu'avec mes 100 000 euros, je ne peux pas avoir un immeuble qui va valoir 3 millions. C'est faux. Non, mais vous avez parlé des textes. Je suis en complète homologie avec vous sur ces points. Les textes sont là, les textes sont bafoués, les textes sont devenir le marchepied de ces régimes et je ne vois pas comment en pratique ces choses seront matérialisées. Mais du moins, je vous concède votre optimisme qu'un jour ça arrive. Je suis très optimiste et d'ailleurs encore, je fais un appel aux jeunes Congolais pour après le départ de Félix, parce que je suis optimiste qui partira, ça c'est sûr.
cette classe politique, elle doit être renouvelée systématiquement, avoir de nouvelles têtes, des gens qui ont une autre mentalité, des gens qui doivent arriver au pouvoir pour dire je viens pas pour m'enrichir, je viens pour travailler pour les Congolais, je viens pour améliorer la Mais où situation. est-ce que vous allez trouver ces oiseaux rares? Parce que c'est vrai, je vous concède beaucoup de choses ce soir, mais Madame Gola, quand on regarde notre pays, on voit que le président de la République a une équipe, un gouvernement, des gens qui sont tout le temps souriants, tout le temps heureux. Ils gagnent 75 000 $ par mois et de députés qui en gagnent 21, 31 000, des sénateurs 50 000, et il y en a même qui sont à la fois députés, sénateurs, ministres à la fois, donc, et qui sont remplacés par les membres de leur famille. Donc, en fait, je voulais simplement, Madame Angola, que vous compreniez qu'il y a derrière tout ça, il y a un peuple, il y a 120 millions de Congolais qui vivent dans l'extrême précarité et que, je ne sais pas, l'article, vous avez parlé du respect des textes, l'article 64 que vous employez pour créer votre mouvement, l'AFC, et aussi on voit à Kinshasa un groupe de gens qui se sont auto-proclamés aussi défendant l'article 64. Il y a un article, il y a un texte dans notre constitution qui a été mis sur pied justement pour arrêter la médiocrité, surtout l'accaparement du pouvoir par un groupe de gens. De toute façon, moi, j'aime ce slogan du mouvement MRC. J'aime très. Le peuple se lève, le Congo se libère. C'est aux Congolais de se libérer. Un peuple se libère. Corneille Nangaa peut bien prendre aujourd'hui, comme on voit, on dit que les textes sont piétinés et que Félix veut s'accaparer du pouvoir. C'est seuls les Congolais qui peuvent prendre conscience, parce que j'ai encore suivi un peu, j'étais au volant ce soir, mais je suivais un peu Martin Fayoul qui était en interview aujourd'hui à Bruxelles pour dire que le 15 septembre, je pense qu'il y aura une marche. C'est de là que les Congolais ils doivent prendre la force, puiser leur force, dire on sort aujourd'hui. Si le peuple ne se libère pas, il n'y a rien qui va se passer. Corneille peut Mais nous arriver. sommes divisés, le peuple est divisé. On va parler la prochaine question de la diaspora. On est divisé, le peuple congolais, c'est chacun pour soi, chacun essaie de construire. Boketu premier a dit tout récemment qu'il rentre au Congo, et d'ailleurs il a été très ingrat, il a dit que Abinoba Congolais, il a oublié tous ces appels qu'il a fait à tout le monde pour de l'argent. Aujourd'hui, il cherche à aller au Congo et se joindre, se greffer à Félix Tshisekedi. Vous voyez, on est divisé partout, partout. Vous savez, je veux vous dire, vous savez, moi je suis quelqu'un de très croyant. Si Boketu premier lâchait le combat, ce n'est pas grave. De toute façon, Dieu suscite toujours des nouvelles personnes. En fait, il peut lâcher, il peut se joindre à Félix tant que c'est pas la cause du peuple, c'est la cause de son ventre. C'est-à-dire, il y aura encore de nouvelles personnes qui vont se lever pour le Congo, pour un Congo meilleur, de la même façon qu'il a fait avec beaucoup d'impolitesse. Hein. Je ne manque pas de respect encore. Je reste poli. De la même façon qu'il a fait à soutenir ce Congo-là avec beaucoup de manque de respect. C'est pas parce qu'on est adversaire politique qu'on doit s'insulter. Quand on est adversaire politique, ce sont les idées. On se critique les idées, voilà. Les idées. Donc, du coup, de la même façon qu'il a soutenu ce Congo avec beaucoup d'impolitesse, nous, on peut que lui dire bonne chance à lui. Bonne chance à lui. Okay. Aller rejoindre Félix. Nous, on campe de notre position, qui est libérer ce peuple. C'est-à-dire qu'on croit encore à ce peuple qui peuvent se libérer. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est vrai que l'AFC a les moyens militaires pour le faire. Ça, je vous conjure, je vous le jure que Corneille Nangaa a les moyens. C'est juste qu'il faut dire la vérité parce que Félix, en diplomatie, il va jouer sur la diplomatie. N'eût été la diplomatie qu'il a jouée. Mais les gens disent aussi, je vous coupe à la parole, Madame Angola, c'est qu'on dit aussi que Félix utilise Nangaa pour rester au pouvoir.
C'est Il faux. n'a aucune intention d'aller en guerre. Il n'a aucune intention. D'ailleurs, il n'a pas d'armée. Tout le monde le sait que Faux, l'armée de Félix Tshisekedi, c'est une faux. des armées qui n'est pas organisée. Il y a pas de contrôle, il n'y a pas de coordination, il y a rien. Félix Tshisekedi n'a pas d'armée. Il a juste des gens qui fonctionnent pour qu'il reste au pouvoir à Kinshasa. De toute façon, tout le monde le sait que s'il fallait arriver à Kinshasa, depuis l'année dernière, la FCM 23 serait déjà à Kinshasa. C'est pas les moyens militaires qui nous manquent, c'est pas les hommes qui nous manquent. D'ailleurs, le général Makenga recrute toujours et forme toujours et encore toujours. Donc aujourd'hui, c'est pas les moyens militaires, mais c'est sauf que quand un conflit s'ouvre, on privilège aussi le dialogue. Il faut faire bonne figure aussi parce qu'il faut savoir que au niveau de l'Occident, des États-Unis, il faut faire bonne figure. Donc, c'est pas les moyens militaires qui nous manquent pour arriver à Kinshasa ou au Katanga. C'est juste quand il y a un conflit, on essaie de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut négocier, jusqu'où on peut dialoguer. C'est juste ça. Et Félix joue avec cela. À chaque fois, à chaque fois qu'il Mais il n'a pas de parole, il ne respecte rien et tout ce qu'il dit, c'est à taux du jour. Donc, tout ce qu'il raconte, à un c'est moment, pour aujourd'hui. à un C'est moment conjoncturel. certain Ça n'a que rien de précis. Il y a pas de plan. Même je l'ai suivi tout à l'heure au Gabon. Il a dit qu'il organisera un dialogue, pas comme les autres dialogues. Je ne sais pas si ça sera organisé sur la planète Mars. bah, c'est lui qui sait, hein. Un dialogue sans l'AFC, c'est pas un dialogue. Un dialogue sans Joseph Kabila, c'est pas un dialogue. S'il veut partir en dialogue avec Martin Fayulu qui l'utilise, parce que moi je le dis, hein, je n'ai jamais caché ma position parce que on a soutenu Monsieur Martin Fayulu dans les premières élections. On avait confiance en lui, le président du peuple, c'est lui qui était élu. Et aujourd'hui, c'est une marionnette de Félix. S'ils veulent partir au dialogue avec Sesanga, avec Fayulu, avec Katumbi et sans l'AFCM 23 et sans Joseph, ça n'a aucun sens et ça n'a aucune importance parce que la guerre, elle ne s'arrêtera pas. Et c'est sûr que nous, on arrivera au Katanga. Et si Katanga tombe, c'est-à-dire que Kinshasa n'a plus de ressources pour vivre, et je pense que ça va être la fin. Et merci beaucoup. Je demande à toutes les personnes qui nous suivent. C'est un rappel que je voudrais faire. Je suis avec Karine Gola. C'est une financière. Elle est dans les banques, la haute finance et tout ça. Donc, en même temps, elle est politicienne, activiste politique et très proche de Corneille Nangaa qu'elle a rencontré d'ailleurs l'année passée. Alors, parlons un peu de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa aujourd'hui est une ville sale. Et ça fait 8 ans et nous voyons par exemple les dépenses juste pour le fonctionnement de la présidence a atteint le 590 000 dollars. Mais Kinshasa est sale. Il y a une forte présence de maladies bactériennes et d'ailleurs, dans le contexte actuel avec l'Ebola qui sévit à l'ouest, on ne sait pas où on va en termes sanitaires. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Après, c'est la gestion. Je pense qu'ils n'avaient pas de plan de projet de société, de comment gérer cette ville qui aujourd'hui, je pense qu'ils sont à 17 millions. Je pense que cette ville, elle a été conçue, peut-être construite pour peut-être 1 million ou 2 millions d'habitants. Mais Et ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 8 ans. Et vous savez, je veux vous donner des informations supplémentaires. Pour eux, c'est la faute de Mobutu, c'est la faute de Kabila, c'est toujours la faute des autres, alors qu'ils sont au pouvoir. C'est un peu comme si les Allemands disaient aujourd'hui que tout ce qui ne va pas en Allemagne, c'est la faute de Hitler. vous savez, quand vous n'avez pas de projet de société, quand vous n'avez pas les compétences pour occuper une certaine des fonctions,
on va dire, une fonction qu'on vous a attribuée, vous allez toujours voir, c'est comme si quelqu'un qui remplaçait un collègue qui partait et qui faisait remise et reprise avec la personne, et à la fin, quand il n'arrive pas à gérer correctement le poste, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas moi. À chaque fois qu'il va trouver sur ce poste, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Vous êtes là pas pour indexer les gens, vous êtes là pour travailler, vous êtes là pour mettre des process en place, des nouvelles procédures, la façon de voir des choses, votre façon de voir des choses, parce que nous, on pilote aussi des projets dans des entreprises. Moi, je pilote énormément de projets. Quand j'arrive sur un projet, je ne regarde même pas qu'est-ce que mon prédécesseur a fait. Je viens avec ma logique. Je dis à chaque fois, moi, ce projet, je veux piloter ça de telle façon, de telle manière pour arriver là. J'arrive avec un projet au point A et je sais que je vais atteindre le point B en passant comme ça. C'est moi qui crée le projet, c'est moi qui monte le projet. Vous arrivez, si Kabila avait mal fait, s'il avait mal géré la ville de Kinshasa, il n'y a pas de problème. Il faut voir quel est le programme de déchetterie de la ville de Kinshasa, la collecte, qu'est-ce que vous mettez en place pour collecter les déchets? Est-ce qu'il y a des déchets qui sont recyclables, qui ne sont pas recyclables? Il faut voir tout ça. Est-ce qu'il y a des centres de tri qu'on doit construire pour telle ville, à telle commune, à telle commune? C'est ça, au fait, c'est un plan. Je dis encore bonsoir ce soir à ma mère, il y a longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone parce que je n'ai pas le droit. Ça, c'est un peu des choses qu'on nous inflige aujourd'hui, mais c'est une femme qui écrit énormément. Elle avait beaucoup de projets. Elle me disait chaque soir, j'ai écrit beaucoup pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Comment je vais qu'on le gère? C'est une femme très, très dynamique. Elle a la retraite aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui écrit beaucoup, qui travaille dans les associations. Il y a des gens, je dis encore tous les soirs, il y a des intelligences, il y a des compétences à Kinshasa, sauf que Félix ferme la porte pour gens compétents. Il va ramener ses amis qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas la vision, qui n'ont rien à voir au poste qu'ils occupent aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, si la ville de Kinshasa et à ce visage aujourd'hui, c'est parce que il y a des gens qui sont pas à leur place. Quand on voit Fils Moukoko qui occupe un poste et qui a fait des menaces d'aller violer Jaël Chaud. Je ne sais pas dans quel pays du monde nous sommes où un directeur fonctionnaire de l'État émettent de menaces de violer une fille ou d'aller s'attaquer à une famille et ça passe comme ça, inaperçu. Et voilà, donc ça contredit un peu ce que Bossembe disait, que nous ne sommes pas dans une zone de non-droit. Effectivement, le Congo est une zone de non-droit parce que dans aucun pays sérieux, quelqu'un peut émettre de tels points de vue et ne pas être inquiété par les services de l'État. Voilà un peu, moi je le dis, hein, c'est dommage qu'on en arrive là au Congo, mais c'est ça l'état de non-droit aujourd'hui, parce qu'eux nous disaient que c'était l'état de droit, mais c'est l'état de non-droit. Voilà. Alors, parlons maintenant un peu de la diaspora. Au cas où vous avez mentionné tout à l'heure que peut-être il y aura dialogue et dialogue, vous privilégiez, vous aviez dit le dialogue au niveau de l'AFC et à titre personnel. Mais est-ce que quand ce dialogue aura lieu, que le rôle euh, vous voulez que la diaspora congolaise joue? Est-ce qu'elle doit continuer à être greffée à des partis politiques ou elle doit participer comme une entité autonome? Je pense que la diaspora doit déjà s'organiser pour participer. Moi, hein, c'est ma vision, hein, parce que la diaspora, elle a beaucoup travaillé. C'est cette diaspora-là qui est toujours nuit et jour sur les réseaux sociaux, en train de marteler. D'ailleurs, moi, je dis toujours, c'est la diaspora qui ouvre le bal, en fait. Mais est-ce qu'elle doit être autonome ou être greffée à des partis politiques? Autonome, cette diaspora. Il faut qu'elle soit autonome, qu'elle s'organise tout autour. Dire que pour la France,
c'est tel visage, c'est telle personne qui devrait. Parce que ça se ressent aussi. Les acteurs politiques aujourd'hui aussi viennent aussi puiser de la ressource au niveau de la diaspora. Alors que la diaspora, en tant que telle, quand elle organise des marches, elle organise en tant que telle la diaspora. Elle n'organise pas pour ensemble de la République ou pour le MRC ou pour tel parti politique. Vous voyez un peu, je serais, moi, les gens de la... On est nombreux à prendre la parole, à faire des prises de parole, à s'organiser en tant que diaspora pour se faire entendre. Voilà. Alors, pour finir, d'abord, je vous remercie pour ces temps pédagogiques que nous avons passé ensemble, vous écouter et surtout parler à tous les Congolais à travers le monde afin qu'ils comprennent un peu la position des leaders que vous êtes de la communauté pour en déduire de conséquences. Alors, maintenant, tout va mal. Les dialogues arrivent, il faut qu'on se prépare, ça peut marcher ou ça peut capoter. Mais quel avenir consciemment et réaliste, avec un réalisme avancé, vous donnez à ces dialogues, à l'avenir de notre pays? Déjà, moi, je vous remercie de m'avoir invité ce soir pour partager, pour parler Congo, échanger sur des idées, un peu le social du Congo, un peu comment un peu le pays est dirigé aujourd'hui. Merci Ah, nous beaucoup. n'avons pas parlé de social. Est-ce que vous pouvez glisser un mot dans votre mot de la fin sur le social de congolais? Parce que c'est là où vraiment l'essence de tous les combats que nous menons, améliorer ce social, ça ne change toujours pas. Les Congolais, 80% vivent avec moins de 1 dollar. Voilà, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, une pénétration en électricité, en eau est presque en dessous de 20%. Et donc, la plupart des gens continuent à vivre le modèle de l'âge de la pierre taillée. Est-ce que vous avez un mot à glisser dans ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Oh, je dirais aux Congolais de garder encore espoir. Il y a il y a des gens conscients, il y a des belles personnes. C'est à eux de choisir leurs dirigeants de demain pour que demain qu'ils ne vivent plus à moins d'1 dollar par jour et que demain qu'ils aient de l'eau potable, que demain qu'ils aient de l'électricité, que demain qu'ils aient des routes. C'est aux Congolais de faire tout ça. C'est aux Congolais qui doivent eux-mêmes choisir leurs dirigeants. Quand je l'avais dit au début, quand on donne 5 années de sa vie, quand on va aux urnes, il faut savoir qu'on va aux urnes pour donner 5 années de sa vie à un député, au président de la République. Donc, il faut le donner aux gens qui sont compétents, des gens que vous avez confiance en eux. Et d'ailleurs, je demande aux Congolais aujourd'hui, il faut du renouveau, il faut une nouvelle classe politique, il faut du sang neuf, il faut prendre les nouvelles personnes et changer de mentalité. Et demain, il faut voter les Congolais à la sélecte par rapport à leur background, par rapport à leur CV. C'est important de connaître qu'est-ce que la personne a fait pour que cette personne demain te rende la monnaie en te dirigeant, en te donnant un social meilleur, en te donnant un avenir meilleur, en te donnant un logement social. Ça peut se faire, le Congo a beaucoup d'argent, ça peut se faire le Congo de demain. Mais tout dépend des Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent demain pour leurs dirigeants de demain. Quels sont les dirigeants de demain? Est-ce qu'ils veulent des dirigeants en clientélisme qui vont leur venir donner un t-shirt, un peu d'argent et puis on les vote et puis voilà et puis demain on vous oublie, vous êtes dans les oubliettes, vous restez dans vos merdes, vous restez sans électricité, sans eau, pas de salaire. C'est aux Congolais de faire tout ça. Et nous, on martèle tous les jours et on commence à marteler pour dire il faut choisir les bonnes personnes. Il y a beaucoup d'intelligence au niveau de l'Occident. Les gens qui ont travaillé, qui ont été à l'école, qui ont des CV, qui sont capables de prouver leur certificat de travail. C'est important. D'ailleurs, moi, si demain je travaille au Congo au niveau ressources humaines, je serai capable d'appeler même les boîtes de référence parce qu'on sait le faire avec Internet. Vous pouvez faire des certificats de travail, mais si on veut appeler l'employeur lambda, on va l'appeler la société pour savoir si réellement vous avez été dans cette boîte ou pas. Donc, c'est aux Congolais de faire tout ça. C'est aux Congolais de voter les bonnes personnes, de
de donner le pouvoir aux bonnes personnes pour que demain, ils voient leur social amélioré, pour que demain, ils envient plus les gens qui habitent en Occident. On peut très bien vivre au Congo et ne pas envier les autres pays. Voilà un peu mon mot de fin sur le côté social. Voilà, merci beaucoup, Karine Gola. C'était un entretien fructueux. Je pense que nous avons tous appris des choses sur vous et votre carrière. Et je pense que je vous profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne chance dans tout ce que vous faites. Et je pense que vous avez le pédigré, les capacités, l'intelligence pour aller très loin. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée à vous. Merci.